sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Viens voir comme on rit, verre et ventre plein. Quand meurt un frère qu'on aimait bien, car chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-lame ou d'une baleine. Chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-larme pour ceux qu'on aime. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Je bois ton verre et tu bois le mien. Amis brassicoles et buveurs de bière, bonjour. Si la brasserie Gangloff a sa propre histoire jusqu'en 1930, il nous faut tout d'abord appréhender l'histoire de la brasserie de Sochaux, intimement liée après cette date. En effet, cette voisine du constructeur automobile Peugeot aura absorbé très goulûment plusieurs de ses homologues brasseurs d'Alsace et de Franche-Comté, avant d'être elle-même digérée par plus gourmands. Nous verrons donc successivement l'histoire des brasseries de Sochaux pour comprendre Gangloff à Besançon, Arlène à Montbéliard, Fraise à Strasbourg, Lutterbach et Mulhouse, toutes absorbées par la première cité. 25 minutes de brassage intense, bonne dégustation. Bienvenue au musée de la brasserie de Sochaux. Je vais vous faire découvrir l'histoire de cette brasserie. Théodore Yéné, homme d'affaires, créa en 1843 cette brasserie. Pourquoi? Parce que les sous-sols de Sochaux étaient riches en eau, matière première indispensable à l'élaboration de ce breuvage. À cette époque, Sochaux comptait 150 habitants. La brasserie de Sochaux, elle, comptait 7 ouvriers. En 1889, Edmond Yéné prend la succession de son père, crée sa propre marque, La Savoureuse, développe l'industrie et en 1896, la production atteint 37 000 hectolitres et en 1930, 103 000 hectolitres. En 1930, la brasserie de Sochaux devient la Société des brasseries et malteries de Franche-Comté-Alsace en absorbant les brasseries Arlène à Montbéliard, brasserie Gangloff à Besançon, brasserie de Lutterbach, brasserie Mulhouse et la brasserie Fraise à Strasbourg. Et la production atteint 570 000 hectolitres. En 1933, Frédéric Jacquet est nommé président-directeur général du groupe. Durant la Seconde Guerre mondiale, la production continue jusqu'au 16 juillet 1943. Les Alliés, voulant neutraliser la production de matériel de guerre allemand aux usines Peugeot, larguent 800 bombes sur la ville de Sochaux, dont 31 sur le site de la brasserie, anéantissant toute production jusqu'en 1948. En 1948, l'usine est entièrement reconstruite et produit 116 000 hectolitres. De 1948 à 1961, l'usine continue son développement et atteint le chiffre record de 200 000 hectolitres en 1960. En 1961, le groupe des brasseries et malteries de Franche-Comté-Alsace est absorbé par le groupe des brasseries et malteries de Champignelles. En 1966, création de la Société européenne de brasserie. En 1972, BSL, Boussois, Souchon-Neufzel, prend le contrôle de la Société européenne de brasserie. Sochaux fabrique la marque Canterbury. En 1973, l'usine de Sochaux est sélectionnée afin de fabriquer le Canada Dry, boisson gazeuse de luxe, jusqu'en 1979, date de la fermeture définitive du site de Sochaux.
77 personnes sont reclassées aux automobiles Peugeot. Aujourd'hui, le site de la brasserie de Sochaux abrite le musée des automobiles Peugeot. Pour faire de la bière, il faut de l'eau, de l'orge, du houblon et de la levure. Les opérations nécessaires à la fabrication de la bière sont le maltage, le brassage, dont dans le brassage nous trouvons la saccharification, le houblonnage, ensuite la fermentation, puis la garde, la filtration et enfin le conditionnement. Le maltage consiste à transformer l'orge en malt. Qu'est-ce que le maltage? Le maltage, c'est le développement de l'amande riche en amidon. Ensuite, le malt est touraillé. L'opération de touraillage consiste à sécher le grain et lui donner sa couleur définitive, malt pâle, ambré ou noir. L'opération suivante, le brassage, consiste à transformer l'amidon du malt en sucre fermentescible. Cette opération s'appelle la saccharification. Après la saccharification, on ajoute le houblon dans le mou bouillant. Cette opération s'appelle le houblonnage. Pendant le refroidissement du mou, on injecte la levure pour arriver à la fermentation principale. La fermentation principale consiste à transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Pendant la fermentation, le liquide devient bière pour s'affiner ensuite en cave de garde. À l'époque de la brasserie de Sochaux, la bière était conservée en cave de garde à 2 degrés entre 1 et 3 mois, suivant les variétés et les saisons. Après ce séjour en cave de garde, la bière est toilettée, c'est-à-dire filtrée, ensuite mise en bouteille ou en fût, suivant les besoins. Et si la bière de Sochaux revenait sur les zincs des cafés? Chiche! Non, non, croyez-moi, il n'y a pas que du verre cassé au programme d'aujourd'hui. Nous allons aborder ensemble l'histoire de cette grande dame qui aura marqué l'industrie locale et les habitants de Besançon en particulier. L'organigramme présenté n'a pas de vocation généalogique, mais présente l'avantage de hiérarchiser les différents exploitants de celle qui est devenue la Gangloff. Entrée dans le langage populaire byzantin, la brasserie Gangloff s'est immédiatement féminisée en associant l'article correspondant. Décortiquons cette diapo et suivons le fil rouge qui prend naissance en haut de la famille Boiteux pour descendre vers la famille Gangloff. Particularité, à droite de l'image, où un autre fil rouge part plein sud. Mais nous y reviendrons. Revenons à cette famille Boiteux. Un peu de généalogie tout de même, pour remarquer Charles Boiteux et Jeanneney Marie sont parents de 2 garçons qui transmettront leur outil de travail à Gangloff et d'une fille, Marie-Victorine, indirectement concernée par le second fil rouge, et comme promis, nous y reviendrons. Parenthèse nécrologique pour signaler que Marie-Victor, l'un des 2 garçons, a perdu 2 enfants durant la guerre de 14-18. Revenons cette fois à la partie droite de la famille Boiteux pour constater que l'épouse du patriarche Jeanneney Marie est native de Fondrement, mais aussi la tante de Jules Jeanneney, ministre d'État, père de Jean-Michel, ministre de la Justice, et grand-père de Jean-Noël, secrétaire d'État,
Par ailleurs, la famille est très largement impliquée dans le secteur de Rio. Je ferme la parenthèse, non sans vous rappeler la présence du second fil rouge à droite de l'image. Nous sommes revenus sur le fil rouge boiteux en direction de Jean Gangloff, qui génère avec Boyer Adélaïde 2 fils, Jean-Baptiste et Robert, pour ne retenir que le prénom usuel de ce dernier. 5 sœurs complètent leur fratrie et un autre garçon décédé à 6 ans. Le fil rouge descend de nouveau au décès de Jean en 1929, son frère Robert décède 3 ans et demi plus tard. La brasserie byzantine change de main et arrive dans le giron de Dimer Paul Théodore, brasseur haut-marnais, créateur de la brasserie Fort Carré de Saint-Dizier en 1899. Cette activité cesse en 1925 et il arrive à Besançon et reprend la Gangloff. Décédé en 1952 à Besançon, son fils Étienne lui succède et préside aux destinées de la Gangloff jusqu'à son décès en janvier 1964, ce qui m'avait permis de connaître son existence avant d'y être embauché à l'été de la même année. Remarquons que les autres branches de cette famille se sont développées hors Franche-Comté. Aucun des enfants d'Imer ne succède à leur père, et cette brasserie Gangloff, qui se trouvait déjà sous la coupe de la Société européenne de brasserie, change de main une nouvelle fois. La brasserie Gangloff, que nous continuerons d'appeler ainsi par nostalgie, passe ensuite dans les mains de Jacques et Frédéric, président-directeur général des brasseries de Franche-Comté-Alsace, elle aussi dans le consortium Société européenne de brasserie. À son décès, son fils Bertrand gère les affaires de la brasserie jusqu'à sa fin d'activité, avant démolition, moins de 2 ans plus tard. Avec cette image, nous remarquons que le fil rouge s'étiole et part dans toutes les directions. En 1968, les engins de terrassement font place nette à Isambard. Je suis dans l'entreprise à l'entrepôt Berthelot qui s'appelle dorénavant Champignol. Pas de fabrication comme promis, pas de bruit de chaîne d'embouteillage, pas d'odeur. Nous sommes dans un espace de stockage et recevons des marchandises venues d'ailleurs et de Sochaux pour la bière avant de les dispatcher auprès de la clientèle. Mais ne nous laissons pas envahir par la tristesse et ne perdons pas le fil rouge. Durant le mandat Jacquet, les prémices de la fermeture du site historique se dessinent avec un acteur que nous avions mis de côté lors de la présentation de la première diapositive sur laquelle nous revenons. Inzelin René, fils de Marie Boiteux, mais si, souvenez-vous, la sœur des frères Boiteux du début de l'histoire. Alors oui, c'est lui le négociateur avec la casquette européenne de brasserie et la SMCI à Besançon. Reprenons l'organigramme général pour mieux comprendre la suite et fin de l'histoire. Inzelin se situe dans le 6e pavé en descendant. Sous son ère et après la période Jacquet père et fils, la gestion de l'entreprise est confiée à des hommes déjà en place au sein de l'état-major. Henrion Jean devient directeur commercial et Fauvet Paul directeur de fabrication, épaulé par Charpie Jean-Baptiste. Ils œuvrent conjointement jusqu'à la fermeture du site. Le déménagement intervient avec reprise éphémère de l'actif subsistant, hors personnel, par Marguier Distribution, déjà installé à Besançon, rue Gay-Lussac. Le staff est provisoirement hébergé chez le fabricant de pain d'épices Unimel, mais la lune de miel avec le concurrent de l'époque est mise à mal et la scission consommée. Les circonstances font que Européenne de brasserie, toujours dans le coup, crée et installe rue Berthelot l'entrepôt Champignol, totalement indépendant du repreneur précédent. Une bonne dizaine de personnel de Gangloff historique suit, et l'orateur du moment intègre l'effectif au printemps 1968. Brasserie de Besançon est devenue Brasserie Wagner, puis redevient Européenne de brasserie en 1968, puis Vichy Distribution jusqu'en 1977 au moins. La tutelle de la brasserie de Sochaux est omniprésente et approvisionne l'entrepôt, puisque, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a aucune fabrication sur place. Cet établissement byzantin vire très vite au puzzle Rubikube. Vous savez bien, ce cube aux faces multicolores entremêlées et mobile à souhait, que seules des mains expertes remettront à bon ordre. Cette image ludique correspond très bien à la fin de vie de ce qui a été la Gangloff. Les mariages et désunions successifs rendent mon horizon bien trop flou,
pour garantir l'exactitude chronologique qui suit. Européenne de Brasserie lâche l'affaire qui est reprise par Deveau père et ensuite par son fils Philippe. Se joint à eux Dumais Bernard, gérant de la société Ber Spécial A10, avant la vente du patrimoine immobilier à l'Oxam en 1991 et installation dans la zone de Roche-les-Beaupré. À ce niveau, nous ne sommes déjà plus dans l'aventure Gangloff. Depuis, la poussière de l'explosion du site Isambard est retombée sur la ville. Le clap de fin du long-métrage Gangloff a retenti. Réapparition en 2016 du nom Gangloff, remis au goût du jour par Laurent Fumé, brasseur au Tilleroy, à qui l'on souhaite prospérité pour son entreprise et de connaître la même renommée que la maison mère Gangloff. Le site Berthelot est un vaste hangar métallique comme on peut en voir dans toutes les zones industrielles ou artisanales de France. Une vue d'ensemble vaut mieux qu'un long commentaire, cependant vous n'y couperez pas. La voie ferrée aménagée sur la parcelle permet d'amener des wagons en provenance des sites d'approvisionnement en bière et en eau minérale. L'intérieur du site recèle les différentes références à la vente, aussi bien les bières de diverses origines dont les fûts de bière blonde en provenance de Sochaux, soda et eau minérale. Une demi-douzaine de préparateurs de commandes s'activent sur le site. À droite, Triponnet Émile et mon frère Jean-Claude. Au milieu, Schwab Charles, l'ancien tonnelier. Plus en arrière et de dos, Desbiais Stéphane et moi-même poussant la palette. Assis, Pillot Georges, chef de dépôt, qui remet le bon d'enlèvement à Jean-Georges livreur. Au bureau, Lardier Micheline et Chantonnet Thérèse, les secrétaires. Charpy Jean-Baptiste, directeur du site, et Bois-Roger, chef des ventes, ainsi que deux preneurs d'ordre que sont Bouju André et mon père Raoul. 3 autres livreurs assurent les tournées, Gauthier Frédéric, Bruno Michel et Boineau Roger. Avec cette image, mais vous l'aurez compris depuis longtemps, le sort de la Gangloff sous toutes ses déclinaisons est scellé. Enseigne, silhouette, matériel de brasserie, véhicule jaune aux lettres rouges, plus rien de tout cela. La page est définitivement tournée. Il reste probablement quelques témoins de la saga Gangloff en terre byzantine, d'où l'intérêt de collecter et consigner ce qui peut encore être sauvé. Le nom propre Gangloff, associé au mot brasserie, tombe dans le domaine public et sera repris par Laurent Fumé qui relance une activité brassicole à Besançon en 2016. Souhaitons-lui de connaître la même renommée et le même succès commercial que l'historique Gangloff du site Isambard. Merci pour l'attention que vous avez portée à cette rétrospective Gangloff, établissement byzantin qui aura employé 8 porteurs de mon patronyme et issus de la même lignée, ainsi que 2 oncles ayant marié des sœurs de cette même famille, à qui s'ajoute un parrain de l'une de mes sœurs. Bonne lecture de l'histoire illustrée Gangloff, publiée sur le site de généalogie Généanet, est accessible par la recherche des mots associés Besançon et Gangloff. Réalisation et commentaires, Alain Josselin en mars 2025. Merci. Dans la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, viens voir comme on rit, verre et ventre plein, quand meurt un frère qu'on aimait bien, car chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-lame ou d'une baleine. Chez nous quand on meurt, on devient capitaine d'un brise-larme pour ceux qu'on aime. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin. Je bois ton verre et tu bois le mien. La brasserie Arlène à Montbéliard. Construite en 1854 par les frères Georges et Léon Bibé, la brasserie est située sur la rive gauche de la Lisenne, domiciliée rue des Granges, actuelle rue Georges Clémenceau. Des caves sont construites en 1861 sur l'autre rive de la Lisenne. Pendant la décennie 1860, l'établissement appartient à Jean-Georges Bibé Antès, brasseur de son état.
Des remises sont bâties à côté des caves en 1866. La matrice signale le nom de la société anonyme Brasserie de Montbéliard, en 1869. Un bâtiment de la machine à vapeur est construit côté rive gauche de la rivière en 1879. L'établissement brassicole est acquis au début des années 1880 par Louis Arlen, brasseur strasbourgeois qui avait pris sa direction en 1880. En 1883 à 1884, il agrandit l'établissement sur la rive droite avec magasin, manège, cave pour brasserie, et le transfère progressivement sur ce côté non urbanisé de la Lisaine. Secondé par son fils Louis, Louis Arlen commercialise une bière vendue sous la marque à l'éléphant. Une glacière est édifiée route de l'Air vers 1900. La brasserie ferme ses portes au moment de la Première Guerre mondiale, même si elle semble conserver une activité commerciale sous la raison sociale Société Anonyme Louis Arlen et compagnie. Une fabrique de limonade est mentionnée sur la matrice cadastrale vers 1920. L'établissement est intégré en 1930 dans la Société des brasseries et malteries de Franche-Comté et d'Alsace, qui regroupe 5 autres usines situées à Besançon, Angloff, Strasbourg, Fraise, Lutherbach, Mulhouse et Sochaux. Elle devient alors un simple entrepôt commercial, avant que les bâtiments ne soient repris après la Seconde Guerre par la Société Les Coopérateurs. Sans affectation, les locaux de la brasserie ont été détruits en 1986, à l'exception des bureaux, situés à l'ouest de la rue des Huisselets. La brasserie emploie 44 personnes en 1912. La brasserie Fraise à Strasbourg. Fondée en 1872 à Strasbourg et s'installe dans le quartier de Königshofen, 48 rue des Romains en 1884. En 1930, la brasserie de Sochaux lance un mouvement de fusion pour créer la Société des brasseries et malteries Franche-Comté, Alsace. La brasserie Fraise adhère alors à ce groupe en même temps que 5 autres brasseries de la région, la brasserie Arlen de Montbéliard, la brasserie Gangloff de Besançon, la brasserie de Lutherbach, la brasserie de Mulhouse. Sa production est d'environ 100 000 hectolitres dans les années 1950. Elle ferme ses portes en 1970. Les bâtiments sont démolis en 1972. La brasserie Fraise est rachetée par la brasserie Prieur, initialement brasserie du Bois-Vert, et fondée par Jean-Christophe Grunewald en 1672 dans le quartier de la Petite-France à Strasbourg. Elle est ensuite achetée par Daniel Schott en 1831. En 1875, André Schott transfère la brasserie dans le quartier de Königshofen. La société Schott et Prieur est créée en 1892. Charles Prieur, à la tête de la société depuis 1890, achève la construction d'une nouvelle brasserie en 1904. La brasserie Prieur est l'une des 24 brasseries en activité en Alsace en 1920. La production atteint 100 000 hectolitres en 1928 puis 150 000 hectolitres en 1946. La brasserie Prieur, qui était restée une entreprise familiale, est vendue à la brasserie de Champignol en 1954 puis fusionne avec la Société des brasseries de la Meuse en 1958. De cette union naîtra la Montchambreau, bière d'Alsace-Lorraine. Les 200 000 hectolitres sont atteints en 1964. En 1966, la brasserie rejoint la Société européenne de brasserie, SEB. Prieur rachète la brasserie voisine Fraise en 1967. Celle-ci est fermée 3 ans plus tard en 1970. La production est de 310 000 hectolitres en 1973 et 477 000 hectolitres en 1979. La brasserie Prieur est définitivement fermée en 1983. Les bâtiments sont démolis en 1986. Brasserie de Lutherbach. Théodore Bosch sera l'un des illustres propriétaires de la brasserie de Lutherbach. Néanmoins, il reste historiquement prouvé que les moines de Lucelle ont produit de la bière à Lutherbach dès le XVIIe siècle. Vendue comme bien national à la Révolution, la brasserie monacale de l'abbaye de Lucelle à Lutherbach devint la propriété de la famille Struch qui l'exploita jusqu'en 1860. En 1891, l'entreprise emploie une soixantaine de personnes, directeurs, employés, brasseurs, tonneliers, mécaniciens, cochers, etc. C'est en effet en 1927 qu'un ancien élève des Arts déco de Strasbourg, André Stoul, imagina le fameux clin d'œil de l'Alsacienne qui tient un verre à la main. Il est certain que cette plaque contribua au développement de la brasserie, étant même parfois plus connue que la bière elle-même. Vers 1930,
un groupe de brasseurs amis, Paul Diémé, Edmond Géné et Philippe Jacquet, déjà cités en d'autres lieux, pressentaient que l'avenir de la brasserie reposait sur la coordination des efforts et c'est ainsi que la brasserie de Lutterbach intégrait en 1931 la Société des brasseries et malteries de Franche-Comté-Alsace. De cette façon, la brasserie de Lutterbach élargit ses bases commerciales en fusionnant avec la brasserie Gangloff de Besançon, la brasserie Fraise de Strasbourg, la brasserie de Sochaux, celle de Saint-Dizier et les brasseries de Champignol à Nancy. Mais les années qui suivirent ne furent pas très heureuses et les nouvelles bières lancées sur le marché ne retiendront pas l'attention des consommateurs. La diversification de la production, eau gazeuse, limonade, soda et sirop, ne compensera que partiellement ces échecs, si bien que la brasserie de Lutterbach n'atteindra pas le second conflit mondial dans les meilleures conditions. La brasserie de Lutterbach ferma ses portes le 1er décembre 1968, après un dernier brassin le 14 septembre. De la brasserie, comme pour Besançon, il ne resta plus que la maison de maître, l'actuelle pharmacie, et sur les 12 hectares de l'usine fut construite une résidence de 350 logements, 1400 habitants, en exécution d'un projet dont le principe fut approuvé par le conseil municipal. La brasserie de Mulhouse. De Germaine Jacques. Elle n'a laissé qu'une toute petite trace dans l'histoire brassicole des fusions d'industrie et les archives sont rares. Le ministère de la Culture de ce XXIe siècle en fait la description suivante, maison construite à l'emplacement occupé au XIIIe siècle par la procure du couvent de Schönensteinbach. Elle est achetée en 1713 par Engelbert Feher, puis elle est détruite et reconstruite par son fils Jean-Jacques, alors négociant, vers 1764, date de son mariage avec Judith Cornetz, appartenant à une famille d'industriels. En 1788 la propriété est vendue à Pierre Schlumberger et prend le nom de Zom-Lowenfels. La brasserie a été fondée en 1821 par Jean Kuhlmann, puis rachetée par Jacques de Germann en 1847 qui est cité pour la première fois en tant que brasseur dans le Didot-Bottin de 1860. En 1847 elle est vendue au brasseur Jacques de Germann qui installe une brasserie dans les dépendances 44 rue des Franciscains à Mulhouse. L'établissement ferme en 1949, puis devient l'auberge des Franciscains. Rachat la même année par le Cercle Saint-Marie qui restaure la maison, détruit les dépendances et y installe le foyer de la paroisse Sainte-Marie. Amis brasseurs et autres buveurs de bière, nous voici arrivés au terme de ce périple qui va de brasserie en brasserie, qui ont fini par se manger les unes les autres, laissant la place à des intérêts financiers plutôt qu'à des brasseurs. Cependant, une nouvelle génération de microbrasseurs s'est installée dans le paysage brassicole français. Sans verser dans la nostalgie des années d'après-guerre, il reste indéniable que la brasserie de Besançon aura laissé cette empreinte indélébile auprès des habitants. Merci, Monsieur Gangloff.